Alors, bonjour François Dubois. Bonjour. Vous êtes présent à ces rencontres citoyennes à Vierzon. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites et d'où vous venez? Alors, je m'appelle François Dubois, je suis ancien gendarme, j'ai 20 ans de gendarmerie derrière moi, donc j'étais officier de police judiciaire. J'ai terminé, j'étais au commandement des écoles, où j'étais formateur, évaluateur de formateur en gendarmerie. Alors j'ai quitté l'institution pour plusieurs raisons qui sont liées à l'institution elle-même, que j'estimais finalement pas suffisamment neutre, hein, parce qu'il faut savoir que c'est pas parce qu'une institution ne se retourne pas contre la gouvernance qu'elle n'est pas neutre, hein, c'est aussi parce qu'il y avait un tel niveau de cooptation et un tel niveau de servitude zélée vis-à-vis de la gouvernance actuelle que ça correspondait vraiment plus à ce pourquoi j'étais rentré. Et puis ce qui m'a vraiment poussé vers la porte de sortie, c'était la vaccination Covid, parce que j'ai refusé de me faire injecter. Donc à partir de là, ça a été le début des ennuis et le départ de précipité. Pour quelle raison vous avez refusé? Tout simplement parce que c'est simple, il y a quelque chose qui s'appelle le principe de précaution, et que malgré le fait qu'on n'était pas spécialement informé à l'époque, je trouvais inconcevable de se faire injecter une technologie qui n'était pas encore expérimentée, sur laquelle on n'avait pas suffisamment de retour, et puis d'en payer les pots cassés 10 ans plus tard, parce qu'on avait beau nous dire que sur le court terme il ne se passerait rien, j'avais aucun résultat, aucune garantie pour le reste. Donc ça c'était le premier point. Et puis le second point, c'est que j'étais déjà très avisé à l'époque, j'avais beaucoup travaillé sur beaucoup de sujets sociétaux, et que à l'époque où le Covid émerge, moi j'en étais déjà à dire aux gens, c'est-à-dire que dès les annonces en Chine, j'en étais déjà à parler du pass vaccinal et tout ça aux gens, en disant attention, il va y avoir des systèmes de traçage qui sont liés à toute une ingénierie sociale, ça va être mis en place. Ça a fait rigoler beaucoup de personnes sur le moment, puis quand ils ont vu débarquer les QR codes, ils ont compris que j'étais peut-être un peu mieux informé. Mais partant de ce principe-là, c'est tout ça qui a fait que j'ai refusé. Mais par chance, j'ai attrapé le Covid 2 jours avant l'annonce de l'obligation vaccinale dans les armées. Et dans les armées, il faut savoir que la gendarmerie et les armées en général ont été soumis à l'obligation, mais pas la police, hein, je le précise. C'est clair. Il faut quand même le préciser. Et il faut aussi préciser que moi, je travaillais en collaboration avec des civils dans mes services, et que moi, on me harcelait tous les jours, et que les civils à côté, je les voyais tous les jours, et ils n'avaient aucune obligation. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais en dehors de ça... ça soulève une incohérence quand même. Ça soulève une grosse incohérence. C'est une incohérence majeure que je soulevais déjà à l'époque, mais qui avait l'air d'interpeller personne. Et donc à cette époque-là, 2 jours avant, moi je contracte ça, et ça m'a offert un statut dérogatoire de 6 mois, pendant lesquels j'ai pu rebondir et faire autre chose par la suite. Néanmoins, j'ai été harcelé dès le 2e mois par l'antenne médicale, parce qu'ils avaient des doses en stock et parce qu'ils voulaient me les injecter dès le 2e mois. Et face à mon refus, ils ont compris que je ne me ferais pas vacciner après. Donc là, ça a été le début des ennuis, même pendant cette période. Harceler, ça veut dire quoi? 3 à 5 appels par jour, des messages laissés sur le répondeur, des questions. Si vous ne voulez pas vous vacciner maintenant, ça veut dire quoi pour la suite, etc. Un chef de service, alors j'étais déjà gradé moi, mais j'avais un supérieur qui était officier, capitaine, qui venait dans mon service. Alors on se tutoyait, hein, c'est pas le problème, hein, mais il me disait ah François, devant tout le monde, tu en es où avec ton vaccin? Et pour dire jusqu'où allait la mascarade, c'est-à-dire que la gendarmerie se mettait dans l'illégalité, jusqu'à nous demander de produire des fichiers, nous en tant que chef de service, de produire des fichiers nominatifs, dans lesquels on devait marquer les présences et les absences, et pour les absences, mettre le motif médical, pour que ça remonte à la hiérarchie, et que nominativement, ils aient un état des lieux de qui avait le Covid, qui ne l'avait pas, etc. etc. Donc c'est pas légal en fait, ils n'ont pas le droit de... Ah, c'est complètement illégal. De secret médical, ça. Je veux dire, si ça remonte à la CNIL, ils vont se faire défoncer. Là, je parle de façon triviale, mais c'est une réalité. D'accord. Ouais. Et ça existait, c'est des choses qui existaient, et c'était sur le serveur commun. C'est-à-dire qu'on y accède tous. C'est les chefs qui le remplissaient, mais c'était visible de tous. D'accord. Donc le secret médical, voilà. Et de toute façon, à cette époque, j'ai compris que c'est pas... Il y en a qui m'ont dit, ouais, j'ai été déçu de l'institution, tout. Pour moi, c'était pas une déception. C'était une révélation de ce qu'elle était dans sa nature profonde. Donc ça faisait que confirmer ce que je pensais quelque part,
que j'avais affaire à des gens qui étaient complètement formatés, pilotés par des idéaux de carrière et leur ego, et qu'il était hors de question en fait d'attendre quoi que ce soit d'humain de leur part. Ça, je l'ai bien compris. Pour la majorité de vos collègues ou pour la majorité de mes supérieurs, la majorité de mes collègues ayant été victimes, puisqu'ils ont été, comme je l'ai dit tout à l'heure, pris par surprise, puisqu'il n'y avait pas de délai d'annonce et qu'il n'y a eu aucune anticipation par rapport à ça. Ça a été fait volontairement. C'est tombé du jour au lendemain, alors que pour beaucoup, c'était quelque chose de purement hypothétique et qu'on en rigolait. Et quand c'est tombé comme un coup près. Et dans l'armée, ça ne fait pas semblant. C'est-à-dire que vous avez les messages qui tombent dans l'heure qui suit, avec l'obligation de vous présenter à jour dans la semaine. Sinon, on vous explique directement que la machine, on lance en fait le procédé des sanctions et tout ça, et vous avez toute la liste de sanctions qui vous attend, et tout ça, comment ça se passe, voilà, les convocations. Imprévisibilité, sidération. J'ai connu un officier d'ailleurs à ce propos, qui n'a pas eu ma chance, et qui a refusé courageusement le vaccin, et qui s'est retrouvé complètement ostracisé, c'est-à-dire qu'on l'a placé dans une pièce aveugle qui servait à faire des simulations pour travailler avec un ordinateur, et on lui a interdit le contact avec le public. Pendant toute cette phase de plusieurs mois où il a été mis de côté, et on lui a confié les archives de l'école, de faire des recherches sur les archives militaires de l'école. Donc vraiment un placard, et on avait interdiction de lui rendre visite. Donc moi j'y allais avec un autre collègue parce que c'était mon côté où j'en ai plus rien à... Voilà. Mais voilà, cet homme-là, et donc après il a écopé de ses 10 jours d'arrêt, puisque c'était la sanction prévue, et d'une mutation disciplinaire. Sachant que c'est quelqu'un qui était en fin de carrière, c'était un capitaine qui avait commandé une compagnie en Corrèze, qui avait fait ça, qui s'était établi là-bas avec sa famille, qui avait ses enfants, construit sa maison, tout ça, qui partait à la retraite dans pas longtemps. Et ils l'ont envoyé à Metz, voilà, pour donner un ordre d'idée, dans une unité où il était finalement en contact avec du public quand même. Non, mais pour montrer l'absurdité du délire covidique, jusqu'où ça a pu aller. Mais ça, les gens qui ont été victimes, avec un bouc émissaire pour faire un exemple et faire obéir tout le monde. Et bon, donc je quitte en 2022, et en 2022, par le biais on va dire des connaissances comme ça, j'ai quelqu'un qui me dit, bah écoute, on recherche quelqu'un dans une matière très spécifique, l'éducation nationale. C'est un poste de contractuel, mais à temps plein, sur 2 établissements. C'est pour enseigner le droit pénal, et c'est dans la filière des métiers de la sécurité. Donc comme j'ai une formation de juriste en étant au PJ, ça correspondait parfaitement à ce que je pouvais faire, et j'ai accepté. Et ça s'est très bien passé pendant 2 ans dans l'éducation nationale, où j'ai pensé... Enfin, je savais qu'en raison de ce que j'écrivais, de ce que je produisais, des interviews qu'on faisait, parce que j'ai à peu près balayé tout le spectre des médias de la dissidence, on va dire, je savais que tôt ou tard ça allait retomber, que c'était une question de temps. Et donc je rentre dans l'éducation nationale, ça se passe très bien, avec les 2 proviseurs avec lesquels je travaillais, avec l'inspectrice. Il y a plein de projets en cours. Il me finance des formations pour l'année prochaine. Il me finance, il me propose même un poste de prof principal pour l'année suivante, etc., etc. Je ne fais pas de prosélytisme en classe, je fais mon combat à côté. Et là, bah, c'est tombé comme un coup près, quoi. 3 lignes, un message, hop, vous ne serez pas renouvelé. Donc après 2 ans, j'avais déjà fait 2 ans. Et quand j'ai contacté le rectorat, ils m'ont dit, je ne suis pas tombé sur le responsable, hein, mais il m'a dit c'est en raison de vos prises de position. C'est leur mot. J'ai posé la question. Ils m'ont dit, moi j'ai demandé, c'est quoi pour vous les bonnes prises de position et les mauvaises prises de position? Est-ce que vous pouvez m'éclaircir sur ce point? Et là, il a botté en touche en disant, bah, écoutez, vous êtes contractuel, on n'a pas à justifier le non-renouvellement. Magnifique. Ce qui est vrai. Donc je pouvais rien dire, et basta. Mais je le savais quelque part. Donc voilà. Ok, donc vous résistez à tout ça, vous êtes dans plein de médias, vous intervenez sur, vous avez une chaîne YouTube, c'est ça? Ouais, j'ai une chaîne YouTube. Sur Profession Gendarme. Après, je suis vice-président de Profession Gendarme, du site Profession Gendarme. Ok. J'envisage aussi de faire un site plus personnel, peut-être un cercle de réflexion, on va dire, qui s'articulera autour de production et vidéo et écrite, parce que j'écris beaucoup de textes en dehors du premier livre que j'ai fait et du second qui va sortir. J'ai écrit pour le think tank strategica.fr aussi, qui est animé par Pierre-Antoine Plaquevent. Voilà, bah après je me suis retrouvé en... Votre livre, c'est Alice au pays des merveilles, au pays de Lucifer. Oui. Je me suis laissé emballer. Alice au pays de Lucifer. Ouais. Ok. Et le livre à paraître, c'est... Ah, il s'appellera Captionem. Et en dessous, il y a un bandeau. Sophisme. Une cité, une technologie, un totalitarisme. D'accord. Parce que c'est le nom d'une ville. Alors, en latin, ça veut dire piégé. Captio, c'est captif. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire le livre Alice au pays de Lucifer, par exemple?
Bon, Alice, ça a été un exutoire pendant la période où j'ai été harcelé, notamment en gendarmerie. Et j'ai voulu ce livre différent de tout ce qui se fait actuellement. C'est-à-dire que je voulais pas écrire un énième état des lieux de la situation, quoi, pour expliquer. Mais je voulais plutôt un livre qui aille vraiment décortiquer en profondeur les mécanismes de soumission et de conformisme. Voilà, qui conduisaient les masses à obéir bêtement comme ça, parce que j'étais tellement frustré d'être entouré de gens qui étaient complètement zombifiés, quoi, que je me suis dit, il faut que je mette à profit tout ce que j'ai pu étudier en parallèle pour l'expliquer, quoi. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'ingénierie sociale, mais c'est une vision holistique, hein, donc je mélange un peu toutes les sciences humaines, et ça c'est toujours typique de mon approche. C'est-à-dire que quand je traite un problème, je ne le traite pas du point de vue d'un expert, par exemple, qui va utiliser son prisme unique, mais plutôt... pluridisciplinaire, en fait. Vous regardez... moi, ce que je regarde, c'est la synergie des différentes disciplines. Qu'est-ce que ça produit, quoi. Donc, notre société... C'est complexe d'Edgar Morin, un peu. Ouais. En fait. Ouais, quelque part. Parce que il y a de la sociologie, de la philosophie, de l'ingénierie sociale. Et ça va jusqu'à la théologie à la fin du roman, puisqu'il a une dimension purement eschatologique aussi, hein, et c'est le cas du récit initial d'ailleurs. Donc tout ça c'est transposé à l'évolution de notre monde actuel. Et Alice au pays de Lucifer, parce qu'on parle de l'inversion des valeurs et des techniques d'inversion des valeurs. C'est le propre de la société du spectacle aussi, c'est créer l'illusion, l'écran de fumée, voilà, qui masque une autre réalité. Donc ça c'est très diabolique. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces rencontres citoyennes? Vous croyez qu'elles sont nécessaires, utiles, particulières? Oui, c'est très utile. Moi, j'en parlais encore avec mon épouse tout à l'heure quand on était sur le stand. Ce qu'on adore, c'est en fait, c'est le contact avec les gens. C'est-à-dire que là, on prend un réel plaisir à voir des gens à chaque fois qui vous apportent des choses, des expériences. Et de toute façon, il n'y a rien de tel que le terrain, je pense, pour être en phase avec des idées concrètes, palpables. C'est ça. Une réalité de terrain. Quelqu'un qui se décroche trop de la réalité ne va pas produire un travail qui sera efficace. Qui sera juste. Et qui sera juste, je pense. Je le pense. Ouais. Je pense que aussi ça, c'est le fruit de mon travail. Moi, c'est que je viens d'en bas. Et c'est ce qui le rend, je pense, aussi très crédible. Qui vous lie au réel et au vivant, en fait. Oui, au réel, ouais, tout à fait. Évite de partir dans le virtuel. Ou Alors, attention, là, je conceptualise beaucoup parfois. Oui, bien sûr. Et je pense même parvenir à développer une pensée parfois qui est propre. J'ai fait quelques textes où je développe de nouveaux concepts. Et c'est le but d'ailleurs, parce que quand on s'intéresse vraiment aux choses et qu'on a envie que les choses changent, il faut aussi savoir développer, pas canaliser, mais développer des pensées nouvelles. Donc... créer, envisager à partir de ces savoirs. Parfait. Alors la petite dernière question, si vous pouviez changer une chose maintenant d'un coup de baguette magique, donc ce que vous voulez, ce serait quoi et pour quel changement de paradigme dans les années à venir? Ce serait remettre de la spiritualité dans cette société, parce que je pense qu'elle est le produit en fait de l'évolution elle est le produit de l'avancée du matérialisme quelque part. Si on en parle en termes conceptuels, il y a toute une évolution historique qui tend vers la victoire du matérialisme dans notre société au détriment du spirituel, et c'est à cause de ça en partie qu'on en arrive à adopter une logique purement marchande, dénuée de toute morale, et qu'on est sur le point de réifier l'homme au point d'en faire un objet marchand. Donc je pense que si effectivement on arrivait à trouver un équilibre entre spiritualité, éthique et puis progrès, parce qu'on peut aussi progresser, on n'est pas obligé de vivre comme des amiches. Morale. Et morale forcément, puisqu'on parle de religion, donc on parle de morale plus que d'éthique. Et à partir de là, on assistera à des changements fondamentaux. Et quand je dis fondamentaux, c'est d'ordre anthropologique. Pour l'instant, ces changements, ils existent, mais pas dans le bon sens. On a une société qui, sur le plan anthropologique, se modifie complètement, mais pas dans le bon sens, je l'estime. Parce que c'est toujours, au final, quelle que soit la religion pour laquelle on adhère ou pas, c'est toujours un combat de la vie contre la mort, hein, quelque part. Hein. C'est le vivant contre le mortifère. Et aujourd'hui, c'est ce combat-là. C'est ce que j'explique dans mon livre aussi. C'est pour ça qu'il s'appelle Alice au pays de Lucifer, c'est parce que ça renvoie à toutes ces notions-là, quelque part. Il y a quelque chose de très luciférien dans le monde actuel.
Et votre prochain livre, il sort bientôt, en avril, c'est ça, avril? Ouais, normalement vers avril, mais ça dépendra des aléas, des capacités à éditer. D'accord. Voilà. Bah, écoutez, on va suivre alors. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette Merci. interview.